92 179 candidats admis sur 236 411 candidats ayant composé pour l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2023 avec 81,9% comme taux national de réussite. Nous en parlerons dans ce journal. L'éclairage public n'est toujours pas une réalité dans certaines localités du Bénin, malgré les ambitions du gouvernement de faire de nos communes des villes lumineuses, une situation qui crée malheureusement l'insécurité au grand désarroi des élus locaux de ces contrées. Difficile pour les commerçants et revendeuses de maïs d'écouler leurs produits comme auparavant et pour cause, la morosité économique a amenuisé le pouvoir d'achat des Béninois et par ricochet les recettes des commerçants. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver en ce matin du vendredi 30 juin 2023 pour le point de l'actualité nationale et internationale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue dans le First Edition. Avant de rentrer dans le développement de cette édition, une citation pour vous installer confortablement. Les systèmes politiques et économiques qui négligent les facteurs moraux et sentimentaux sont comme des statues de cire. Ils ont l'air d'être vivants et pourtant, il leur manque la vie de l'être en chair et en os. Les systèmes politiques et économiques qui négligent les facteurs moraux et sentimentaux sont comme des statues de cire. Ils ont l'air d'être vivants et pourtant, il leur manque la vie de l'être en chair et en os. C'est avec ce test que je laisse à votre méditation que s'ouvre le First Edition de ce vendredi 30 juin 2023. À nouveau, bonjour et bienvenue dans ce journal. 192 179 candidats admis sur 236 411 candidats ayant composé pour l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2023 avec 81,29% comme taux national de réussite. La direction des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires a procédé ce jeudi à la délibération du dit examen. Le département du Plateau vient en tête du classement et la Liborie ferme la marche. Je vous invite à suivre le directeur des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires, Dr Victor Adorinzin, au micro de Romuald Orience Romao. Le département qui vient en tête, c'est le Plateau. Nombre d'inscrits, nous avons 12 882 candidats. Nombre de candidats ayant effectivement composé 12 640. Nombre d'admis, 11 243. Taux de réussite, 88,94%. Comparativement à l'année dernière, où le taux de réussite dans ce département était de 87,37%, on a connu une légère évolution de 1,57%. Le deuxième département, c'est le Borgou. Nombre d'inscrits, 23 417. Nombre de candidats ayant effectivement composé, 22 863. Nombre d'admis, 11 944. Taux de réussite, 87,23%. Comparativement à l'année dernière où le taux de réussite était de 87,37%, nous avons connu une chute de 0,14% dans ce département. Troisième position, le littoral. Nombre d'inscrits, 17 973. Candidats ayant effectivement composé, 17 771. Nombre d'admis, 15 446. Taux de réussite, 86,91%. Comparativement à l'année passée où le taux était de 84,04%, on a connu une variation de plus 2,87%. En quatrième position, nous avons le département de la Donga. Nombre d'inscrits, 9 868. Nombre de candidats ayant effectivement composé,
9 563. Nombre d'admis, 8 251. Taux de réussite, 86,23%. Comparativement à l'année dernière où le taux était de 86,00%, on a une variation à la hausse de 0,23%. Cinquième position, le département de l'Atlantique. Nombre d'inscrits, 51 498. Candidats ayant effectivement composé, 50 567. Nombre d'admis, 42 049. Taux de réussite, 83,15%. L'année passée, le taux était de 84,42%, soit une baisse de 1,27% cette année. Sixième, les collines. Nombre d'inscrits, 14 794. Nombre de candidats ayant effectivement composé, 14 408. Nombre d'admis, 11 701. Taux de réussite, 81,21. L'année passée, le taux dans ce département était de 83,14. Donc on a une baisse de 1,93%. En septième position vient le département du Mono. Nombre d'inscrits, 13 342. Candidats ayant effectivement composé, 13 048. Nombre d'admis, 10 480. Taux de réussite, 80,31%. Comparativement à l'année passée, où le taux était de 70,50%, on a connu un bond de 9,81%. Huitième position, l'OME, nombre d'inscrits, 39 946. Candidats ayant effectivement composé, 39 347. Nombre d'admis, 31 463. Taux de réussite, 79,96%. L'année passée, le taux était de 85,95%. Donc, on a connu une baisse de 5,99%. En neuvième position vient le département du Koufo. Nombre d'inscrits, 14 012. Candidats ayant effectivement composé, 13 475. Nombre d'admis, 10 744. Taux de réussite, 79,73%. L'année passée, le taux de réussite dans ce département était autour de 52,98%. On a connu une augmentation spectaculaire de 26,75%. En dixième position vient le département du Zo. Nombre d'inscrits, 19 811. Candidats ayant effectivement composé, 19 454. Nombre d'admis, 15 169. Taux de réussite, 77,97%. Le taux de réussite de l'année passée dans ce département était autour de 81,85%. Donc on a connu une chute de 4,91%. Onzième position, Atakora, nombre d'inscrits, 12 308. Candidats ayant effectivement composé, 11 940. Nombre d'admis, 8 216. Taux de réussite, 68,81%. Taux de réussite de l'année passée, c'était 78,88%. Donc on a connu une chute significative de 10,07%. Et enfin, vient le département de la Liborie en 12e position. Nombre d'inscrits, 11 608. Candidats ayant effectivement composé, 11 330. Nombre d'admis, 7 473. Taux de réussite, 65,95%. Taux de réussite de l'année dernière, c'était 114,33%. Variation à la baisse de 8,38%. Donc, en somme, au niveau national, nous avons comme nombre d'inscrits 241 459. Nombre de candidats ayant effectivement composé, 236 411. Nombre de candidats admis, 192 179. Taux de réussite au niveau national, c'est 81,29%. Taux de réussite de l'année dernière, c'est 81,85%. La variation
du taux de réussite au niveau national a chuté de 0,56%. Je donne la précision ici que vous auriez dû constater une différence entre le nombre d'inscrits communiqués au lancement du CEP et le nombre d'inscrits que je viens de communiquer. C'est dû au fait que les candidats à besoins spécifiques, c'est-à-dire les malvoyants, les malentendants, les immeubles, sont au nombre de 95 et ne sont pas pris en compte dans ces statistiques. Comme on le dit, sont des candidats à besoins spécifiques. On délibère aussi leurs résultats de façon spécifique tout en utilisant les mêmes critères. Je vous remercie. Voilà. Chaque 27 juin est consacré depuis peu à la célébration de la journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises. Celles-ci sont indispensables pour le développement durable, pour une meilleure reconstruction face aux impacts socio-économiques et politiques qu'affronte le monde. Quel est l'avis des Béninois sur les apports de ces entités à la réalisation des objectifs de développement durable, ODD, et quelles sont les qualités que doivent avoir un entrepreneur? Quelques-uns se prononcent. Dans tout pays, il faut avoir des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des managers pour booster l'économie du pays. En ce moment, j'ai une pensée envers tous ceux qui sont entrepreneurs, chefs d'entreprise, managers au Bénin. C'est dur, mais je crois que dans la persévérance, nous allons aller de l'avant. Alors, comme qualité d'abord de l'entrepreneur, l'entrepreneur doit avoir la patience. Quand vous voulez aspirer à être entrepreneur, vous devez avoir l'amour du travail, le goût du risque. Vous devez avoir vraiment la patience, l'expérience qui crée la confiance. Vous devez être quelqu'un qui est vraiment aime le voyage, aime rêver, être un porteur de rêve, être vraiment quelqu'un qui est, en tout cas dans le sensationnel, qui chaque fois cherche à innover, cherche à créer, qui est dans l'originalité. Vous savez, à travers cette journée mondiale des petites et moyennes entreprises, je crois que ce n'est pas venir en l'air, non. C'est une journée qui, selon moi, devra vraiment galvaniser les entrepreneurs que nous sommes, devra encourager surtout les jeunes entrepreneurs. Et je voudrais, sincèrement, à travers votre canal, inviter monsieur le ministre des petites et moyennes entreprises, monsieur Modeste Kérékou, de penser à la nuit des jeunes entrepreneurs. Beaucoup de jeunes béninois ont choisi le chemin de l'entrepreneuriat, ont refusé d'être de l'autre côté de l'histoire, ont refusé de faire le salariat. Ils ont été choqués, déçus par le salariat. Ils ont pris le chemin de l'entrepreneuriat. Et malheureusement, il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de motivation. Ce n'est pas forcément l'argent, non. Je crois qu'une soirée de gala, pour identifier, pour sélectionner, pour distinguer les meilleurs jeunes entrepreneurs, vont encourager le reste. Il est temps que la politique que nous orientons n'est pas seulement une politique d'argent, non. Une simple, même à titre posture, même un simple titre, avec même le titre même, pas forcément le budget du ministère. Même en tant que ministre, avec un peu de moyens simplement, on peut organiser des types d'incentives pour encourager les jeunes qui entreprennent. Donc une journée pour célébrer les entrepreneurs, des petites et moyennes entreprises. Je crois que c'est une journée qui n'est pas une journée de plus, mais c'est une journée qui vient à point nommé pour ne serait-ce envoyer un regard sur ces entrepreneurs qui se battent de jour comme de nuit pour que nous puissions avoir de la valeur ajoutée dans notre pays. Parce qu'un pays sans valeur ajoutée, c'est vraiment un pays qui tend vers la misère. Et la première des choses qu'on a tendance à minimiser, c'est qu'il faut être bien formé d'abord. Il faut, si on n'est pas bien formé, commencer par entreprendre, découvrir les réalités de ce que vous faites et vous faire former par rapport donc, au domaine, dans votre domaine d'intervention. Donc, en clair, il faut maîtriser le domaine dans lequel vous voulez évoluer, d'où la formation. Après ça, il faut avoir la disponibilité pour se consacrer à votre activité, pour la faire croître, la faire grandir et prospérer dans le domaine. En plus de ça, on reconnaît à tout entrepreneur la nécessité d'être persévérant parce que vous évoluez dans un environnement concurrentiel, dans un environnement caractérisé par beaucoup d'incertitudes et il faut donc être persévérant pour progressivement lever les difficultés, lever les barrières pour évoluer. En plus donc de la persévérance, il faut noter que tout entrepreneur doit être en mesure de s'adapter aux réalités et aux incertitudes de son domaine. Vous voyez, nous étions dans un environnement plus ou moins stable. Nous avons eu la guerre en Ukraine qui a tout bouleversé au plan mondial et a remis en cause les acquis des entreprises en termes de prix, en termes d'opportunités. Nous avons les catastrophes qui surviennent à tout moment. Nous avons les frontières qui peuvent être fermées au regard donc des rapports politiques entre les États.
Vous venez de voir récemment le seul fait que le nouveau président du Nigeria ait suspendu les subventions que son pays accordait donc, à ce secteur-là, la conséquence que ça a engendré au Bénin en termes de flambée de prix des produits pétroliers, en l'occurrence l'essence, et le bouleversement que ça a créé dans la vie des entreprises automatiquement. Donc, un entrepreneur qui évolue, qui se bat, doit forcément développer cette capacité de s'adapter à toute éventualité pour pouvoir donc évoluer. Je pense que c'est l'essentiel à retenir. Et naturellement, il faut retenir également le travail acharné. Je pense que, de par le monde, nous constatons qu'il y a beaucoup d'organisations au plan international qui ont statué beaucoup de journées. Et ces journées, c'est des journées de réflexion qui permettent donc de faire le point de l'évolution de la situation par rapport à l'objectif de cette journée-là. Et ces journées permettent aux jeunes, aux autorités, au pouvoir public de divers niveaux de prendre des décisions pour l'évolution du secteur concerné. Et la journée mondiale donc, de l'entrepreneuriat, de l'entreprise est bienvenue, je pense. Et cette journée doit permettre donc aux acteurs du domaine, aussi bien les entrepreneurs, les bailleurs de fonds, les parties prenantes, comme l'État, les institutions financières, toutes les structures qui sont concernées par l'entrepreneuriat, doivent prendre cette journée comme un jour de réflexion important. L'entrepreneur, il a des qualités, mais il a aussi des conditions favorables. C'est-à-dire qu'il faut que les conditions lui soient favorables. Et quand nous parlons de ça, il faut d'abord voir les proches d'abord. Les proches de l'entrepreneur, tels que ses parents, ses amis, même l'État aussi, son gouvernement aussi. Il faut que les conditions lui soient favorables, qui lui permettent d'émerger dans le milieu où il est. Bon, ça là, c'est des avantages, sinon c'est des faveurs, on va dire, sinon des avantages qui concourent à l'évolution de l'entreprise, qui permettent à l'entrepreneur vraiment de réussir. Mais il faut aussi qu'il ait la foi. Il n'y a rien qui puisse réussir sans la foi. C'est la foi qui permet à l'entrepreneur de repartir, de rebondir, même quand tout va mal, d'espérer et de savoir que oui, le meilleur encore devant et ne jamais abandonner. Il lui faut une grande foi. La journée mondiale des petites et moyennes entreprises, je pense que c'est une bonne journée. Si ça n'existait pas, il fallait la créer, effectivement, parce qu'il n'y a pas de développement sans les entreprises. Les pays qui émergent, les pays qui ont émergé, les pays qui se sont développés surtout par les entreprises. Pas forcément par les sociétés d'État, pas forcément par les entreprises d'État, mais c'est les entreprises tenues par les privés. Vous allez constater que dans les pays émergés, les pays développés, quand les chefs d'État veulent voyager, ils se font toujours accompagner de leurs entrepreneurs. Parce que c'est là le développement. Ce sont eux qui font l'économie dans les pays. Donc, la journée mondiale des petites... Puisque l'entreprise, il faut que ça naisse. On est forcément petit et on grandit petitement, c'est-à-dire on est toujours forcément petit avant de grandir. Donc les petites et moyennes entreprises, c'est des moteurs même, là, c'est là même que se trouve le noyau de développement dans tous les pays. Donc la journée mondiale, cette journée, effectivement, si ça n'existait pas, il fallait la créer pour permettre effectivement aux pays d'accroître leur économie. L'éclairage public n'est toujours pas une réalité dans certaines localités du Bénin, malgré les ambitions du gouvernement de faire de nos communes des villes lumineuses. Une situation qui crée malheureusement l'insécurité au grand désarroi des élus locaux de ces contrées. Le sujet a retenu notre attention. Spérois Oussinou et Koudous Bissiriou pour les précisions. L'entretien des lampadaires et du réseau électrique érigé dans les grandes villes et campagnes du Bénin reste à ce jour une véritable équation aux multiples inconnues. En effet, nuance cet élu local, les poteaux électriques sont installés mais sans ampoule puisque déjà détériorés, d'où l'absence d'éclairage avec comme corollaire l'insécurité grandissante. Nous avons des poteaux électriques. C'est arrivé, ça fait environ 2 ans. C'est nouvellement installé ces poteaux électriques. Ce qui fait que nous jouissons aujourd'hui de l'électricité, de la lumière. C'est bien alimenté. Pour le moment, on ne vit pas encore la baisse de tension. On ne connaît pas encore la baisse de tension. Mais ce qui fait un peu défaut, les lampadaires qui devaient éclairer les voies publiques sont presque sans jus. Les lampadaires, je dirais que les ampoules sont grillées et on n'a pas de lumière sur les voies, c'est seulement dans les maisons. Donc là où je suis, vous voyez, c'est gâté. Depuis, on a fait l'installation à peine 1 mois. Les 3 quarts des ampoules sont grillées et on n'a pas de lumière sur les voies.
sinon ça va. Et on surveille. Quand il y a des arbres qui veulent monter, on coupe ces arbres pour que les fils ne soient pas perturbés, ne soient pas dérangés. Voilà pour le moment ce que, comment nous entretenons ces fils électriques installés dans le village. Bon, puisque c'est nouvellement installé, quand tout récemment, il y a un arbre qui a fait chuter leur fil noir, on leur a fait appel, mais depuis qu'ils sont arrivés constater, la réparation n'a pas été faite. La réparation n'a pas été faite. Je dirais que la maintenance pour le moment n'est pas au top niveau. On les attend pour qu'ils puissent revenir constater comment ça fonctionne correctement, comment ça fonctionne aujourd'hui. Puisque quand ils ont installé les poteaux électriques, ils ont placé les lampadaires, comme je l'ai dit tantôt, ils ne sont plus revenus constater. Or, la maintenance, ils doivent avoir une périodicité. Moi, je ne suis pas avec eux, je ne connais pas leur emploi du temps, leur programme, je ne sais pas comment ils s'organisent là-bas. Mais à ma compréhension, ils devaient passer, même si ce n'est pas trimestre, ils devaient passer, voir comment ça fonctionne. Et s'il y a des corrections à faire, on devait procéder à ces corrections. Donc la maintenance, je vais leur demander de passer régulièrement. On ne les voit pas. À Glas-les-Pylones, le réseau électrique est présent, mais le quartier ne dispose pas de lampadaires solaires dignes du nom. Martel, le chef quartier, il en appelle à la magnanimité des autorités en charge de l'énergie. Notre quartier a été renforcé par l'installation de 2 gros transformateurs, ce qui va réduire les coupures intempestives qui embêtent nos administrés. Ceux qui font de petits commerces, les soudes, les ventes de viande congelée, tout ça là. Ça le crée des pertes. La priorité a été donnée à d'autres quartiers par rapport à nous. Ils ont placé les socles, mais sans mettre les lampadaires. Je n'ai pas de lampadaires dans mon quartier. Ça, je vous le jure. La répartition n'a pas été équitable. Ça n'a pas été équitable. Les lampadaires ont été concentrés dans les quartiers de l'ancien chef quartier. Je vais citer à Glas Centre, à Gongome et autres. Par contre, dans Glas-les-Pylones, où la population est très dense, nous sommes à plus de 8000 âmes. Nous n'avons pas de lampadaire solaire. Nous n'avons aucun lampadaire solaire dans notre quartier. On a demandé en vain. Autour du CG, ils ont placé des socles pour monter les poteaux dessus, mais ça n'a jamais été. Les élus locaux ont donc la responsabilité de veiller au grain et d'alerter les autorités compétentes, insiste cet élu. Par ailleurs, le traitement des demandes formulées devra s'accélérer pour le bonheur des populations, a-t-il suggéré. Notre rôle, c'est de sensibiliser la population pour qu'ils puissent avoir de lumière dans leur maison. Aujourd'hui, l'État, je profite pour remercier le gouvernement qui a demandé, qui a diminué, qui a baissé le coût de l'abonnement. Et les dossiers sont pleins à la SBE, mais on n'a pas de compteur. On n'a pas de compteur. Vous ne retrouvez plus le dossier, on vous demande de reconstituer le dossier. Et les poteaux électriques font défaut sur certains axes. Quand vous prononcez cet axe, par exemple, il y a des habitations là, mais il n'a pas de poteau électrique. Or, il est dit, quand vous êtes à une distance de plus de 40 mètres, vous n'avez pas droit à l'abonnement à la SBE avec la nouvelle organisation du gouvernement. Alors, il faudrait qu'on fasse l'extension des poteaux électriques dans le village. Donc ça manque. Et on a écrit, on espère. C'est pour pallier à ces difficultés que le programme d'action du gouvernement 2021-2026 a inscrit le projet Lumière du Bénin au titre des priorités. Il consiste à éclairer par des lampadaires solaires photovoltaïques de dernière génération l'ensemble des 77 communes du Bénin sur plus de 1600 km de voirie. Difficile pour les commerçants et revendeuses de maïs d'écouler leurs produits comme auparavant. Et pour cause, la morosité économique a amenuisé le pouvoir d'achat des Béninois et par ricochet les recettes des commerçants. La situation a donc un effet sur toute la chaîne, ont indiqué ces derniers. Et le marché là même c'est faible. C'est faible. Sinon avant si on amène maïs, même si c'est 500 sacs, 600 sacs, ça ne fait même pas une semaine. Je suis ici aujourd'hui, ça fait une semaine, j'ai amené 310.
maïs reste là au moins 260. Une semaine. Amdiat Moré, commerçante, se plaint du marché qui ne s'anime plus comme auparavant et qui par conséquent n'est plus fructueux à la mesure des attentes des revendeurs de maïs d'ici qui sont obligés de tourner les pouces à longueur de journée. Ouais, maintenant, nous on prend ça là-bas à 20 000. Avec commission, ça fait 20 500. On vient ici maintenant, on dit 24 même, les gens revivent. Par exemple, l'argent de camion même, c'est à 1 500. Si on fait calcul là, même si on a gagné, ça ne dépense pas 700 ou 800 dedans sur un sac. Vous voyez? Donc, si on parle, même les clients croient qu'on manque. Des fois, même les clients même passent là-bas pour aller voir si c'est vrai ce qu'on dit là ou bien c'est faux. Et même s'ils vont là-bas pour retourner voir que c'est ce qu'on dit là qui se passe. Des fois, même tombent dedans, ça monte. Des fois, ça descend le prix. Vous voyez? Donc, nous, si on est parti aller payer là-bas, c'est les gens de Porto-Nouveau, Nigeria qui viennent payer. Mais maintenant, le marché là, ça ne passe pas comme il faut passer, passe comme ça. Les sacs de maïs que voici sont en provenance de Gogounou et de Kandi. Et le prix s'enflamme jour après jour. Pour la plupart des revendeurs rencontrés, c'est le Nigeria qui en est la principale cause. Vous voyez, on n'a pas vendu. Et souvent, on dit que c'est le côté de la voie de Nigeria là, qui a problème. C'est les gens de Nigeria qui viennent souvent pour prendre vite. On ne sait pas ce qui se passe. Par exemple, ils ont dit qu'ils ont changé leur monnaie là. L'argent que c'est tombé. Naira là est tombé. Donc, eux-mêmes sont découragés, ils ne viennent plus. Donc, depuis ce temps-là, le marché là ne marche pas comme avant, quoi. Nous-mêmes, on est découragés. Si nous ne sommes pas qu'on gagne quelque chose, on ne peut pas t'asseoir comme ça sans rien faire. C'est pour cela qu'on est en train de patienter pour rester dedans. Peut-être après ça va changer. Oui. Merci. Oui, de rien. Ok. Bon, depuis là-bas, maintenant, c'est à 20 000. Avant, c'était à 15 000, même 14 000. C'est les gens de Nigeria qui ont commencé par rentrer dedans. Et maïs est devenu cher. Donc, ça fait semaine je suis partie, on a pris ça à 15 000. Donc, semaine passée que je suis retournée là, c'est à 20 000, on a pris ça. Depuis là-bas. Bon, actuellement, maintenant, là, le maïs, ça a augmenté de l'argent. Le sac à 24 000 maintenant. Bon, comme le sac à 24 000 maintenant, il n'y a plus de clients maintenant. Les clients ne sont plus. Parce qu'ils vont dire que c'est trop cher. Avant, là, c'était à 18 000, 17 500. Mais actuellement, maintenant, là, depuis qu'on a rentré dans le mois de juin, le maïs a plus de l'argent, c'est à 24 000, même des fois, même 25 000 même. Bon, les clients ne viennent pas. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont ouvert la frontière. Les étrangers rentrent dedans pour payer. Donc si les étrangers rentrent dedans pour payer là, le maïs ça devient l'argent cher. Le prix là, sincèrement, le prix là, c'est trop haut. Avant, si on voit là-bas pour le paiement de maïs là, le maïs était à 13 000, 14 000. Mais ces derniers temps, lorsqu'on était parti, le maïs là, ça a même pris 22 000 de là-bas. Tu vas faire le transport 1500. Chargement 200, déchargement 100 francs, ticket mairie 100 francs. Toi-même, tu vas manger arriver là-bas. Hein? Et les dépenses de là-bas, si tu fais ça, même si tu viens ici, là, si le prix là, si c'est haut, même si tu dis 24 000 ou 25 000, les gens sont incapables de payer. Mais auparavant, lorsque le prix était bas, bon, le marché, ça va. Bon, voilà que dans le pays, il y a les gens qui ont été à l'école. Pour travailler, c'est du problème. Mais si tu as trouvé un petit fonds et tu fais ton business de commerce là, tu vas entretenir ta famille avec. Et voilà que le prix maintenant c'est hausse. Moi j'ai fait maintenant 2 semaines, j'ai amené une portion de sac maintenant. Normalement, dans une semaine, je fais au moins 2 tours. Et voilà que maintenant j'ai fait 2 semaines. Même 10 sacs, je n'ai pas même vendu d'abord. L'inflation est galopante depuis quelques années au Bénin. Au regard de la situation économique qui devient préoccupante, les autorités publiques ont le devoir d'agir pour assouplir les conditions de vie. Le commerce du manioc au marché Rindé à Cotonou n'est pas sans difficulté. Les commerçants se plaignent également du manque d'emplacement pour leur activité et des difficultés liées au transport et à la commercialisation des produits agricoles au marché d'Antokpa. On en parle dans ce reportage.
La filière manioc a connu un boom après la dévaluation du franc CFA au Bénin. Mais jusqu'à présent, elle peine toujours à satisfaire les besoins des populations en raison de la diversité des produits alimentaires et commercialisables qui découlent du manioc. Sa transformation est source de revenus non négligeables pour nombre de familles au vu de la large gamme de débouchés. Avec le manioc là, il y a beaucoup de choses. On fait à tcheké avec ça. À tcheké. À gbeli. Claclou. Même du gari. On fait, il y a quelque chose qu'on appelle foufou. On pile. Et ce n'est pas tous les manioc qu'on peut piler. Il y a bao, c'est ça qu'on pile. Si ce n'est pas bao là, on ne peut pas piler. On fait claclou, ou bien du gari, ou bien à tcheké, à gbeli. Les claclous là, c'est leur travail ça. Mais bao là, on peut piler, on peut manger. Rien ne se perd donc dans le manioc. Tout est comestible et se transforme. Sa culture ne demande pas beaucoup de technicité. La saison des pluies suffit à l'épanouir. Elle donne toujours un rendement. En témoigne son prix sur le marché. Oui, le prix de manioc là, ça varie. Les temps de saison sèche là, ça augmente. Pendant les saisons pluvieuses là, le prix est totalement bas. Il y a petits sacs, il y a encore gros sacs. Maintenant, les gros sacs là, c'est 6 000, 5 000. Les longs là, les gros là, c'est 11 000, 10 000, même 9 000. Les petits là, 5 000, 6 000, des fois 4 000. La filière manioc joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire et l'économie, surtout en milieu rural et de plus en plus en milieu urbain. Le développement de cette culture contribuerait à coup sûr à l'amélioration des conditions de vie des Béninois en général et des acteurs du secteur en particulier. Pourtant, les difficultés que ces derniers rencontrent dans la commercialisation de ce tubercule sont bien nombreuses et variées. Au premier abord, nous n'avons pas de place pour vendre nos produits, tels que le manioc et le maïs là. Nous n'avons pas de place fixe. Le marché, on a cassé le marché ça fait au moins 3 ans déjà. Mais nous avons un emplacement à Fossa, dans le 8e arrondissement. C'est le CIA qui veut améliorer le marché. Mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé les moyens pour puisse arranger le site. C'est pourquoi nous sommes dans les vents pour vendre nos tubercules, nos produits agricoles. Bon, avant on vendait correctement, mais cette année-là, ça ne va pas. Le marché est lent. Il y a beaucoup de marchandises, mais il n'y a pas de vente. Il y a mes ventes. Bon, pour les véhicules qui transforment aussi, en ce temps-ci, l'essence coûte cher. Pour amener les produits au marché, c'est difficile. Le chevet, c'est difficilement qu'ils puissent amener nos produits au marché. La chute de nos recettes nous a tellement endettés qu'aujourd'hui nous avons la peur au ventre. Nous avons peur d'apporter une grande marchandise dans le marché. En ce qui me concerne, c'est de Adja dans le Koufo que j'apporte ma marchandise, précisément de Kounoukwe. Mais il nous arrive de faire 3 jours de trajet pour allier Cotonou, tellement la voie est impraticable, surtout en saison de pluie. Et pour pallier ces difficultés, les commerçants de manioc à Hindé au marché d'Antokpa proposent. Nous souhaitons que les autorités nous aident à nous installer plus confortablement pour que nous puissions mener nos activités plus aisément. Nous ne sommes pas tranquilles depuis que nous avons appris que nous devrons libérer Hindé. Donc, nous exhortons le chef de l'État à penser à nous, commerçants de manioc, afin de nous faciliter la vie. Moi, là où moi je suis là, je cherche celui qui va nous donner de véhicules. Il n'y a pas de véhicule pour emporter. Si tu as fait ton manioc au village là, pour emporter là, c'est difficile. Tu ne vas pas trouver de véhicule pour amener ici. C'est notre difficulté ça. Le message que je vais lui envoyer là,
il n'a qu'à venir au secours. On n'a pas trouvé de véhicule pour amener le manioc au marché. Après ça, là, nous vendons le manioc, on ne récupère pas les sous. On ne récupère pas les sous, il n'y a pas de place. Il n'a qu'à nous trouver de bonnes places. On n'a pas de place là où nous sommes là. Nous n'avons pas de bonnes places. Le manioc, faut-il le noter, tire ses origines d'Amérique centrale et du Sud, précisément du sud-ouest du bassin amazonien. Il appartient à la famille des Euphorbiaceae de l'espèce des plantes dicotylédones. Importé en Afrique au XVIe siècle par les Portugais, selon certaines sources, il représente la potentielle source énergétique des styles alimentaires des populations des zones tropicales et subtropicales. Quelques informations à partager avec vous. En interactualité à présent, la République démocratique du Congo promeut la paix à travers la haute couture. En période de tension dans la politique mondiale à l'est de la RDC, on a organisé un défilé de mode. Cet événement vise à promouvoir la paix et la créativité dans une région touchée par les conflits. Reportage. Des stylistes, mannequins et artistes de la République démocratique du Congo et d'autres pays africains ont présenté leurs créations à Goma lors du Liputa Fashion Show. La couture, c'est une art qui réunit beaucoup de classes politiques et tout le monde. Nous avons eu ceux-là qui sont venus de Centrafrique, Cameroun, Amérique, France, pour venir présenter leur collection. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour les mesures sécuritaires. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo dure depuis des décennies. Plus de 100 groupes armés se battent pour le contrôle de ressources minérales précieuses, tandis que d'autres protègent leur communauté. Cette situation a déclenché l'exode de la population. Notre message est plus fort, c'est que nous voulons que la paix puisse être restaurée dans notre pays et surtout au Nord Kivu. Cette année, plus que jamais, le défilé s'est concentré sur le soutien à la paix à travers la mode et les arts, visant à montrer que la région a beaucoup à offrir. Il y a un véritable travail de fond qui est à faire. Et les Africains, on doit être un, on doit être unis. C'est vrai qu'on a une diversité culturelle vraiment bien étendue, mais cette diversité-là doit plutôt nous réunir. La 9e édition du défilé de mode Liputa a réuni des créateurs, des mannequins et des artistes du Cameroun, du Sénégal, du Burundi, de France, des États-Unis, tous porteurs d'un message d'espoir et de force. Nous, c'est comme ça qu'on sait prêcher la paix, l'amour, parce qu'on ne sait pas faire autrement comme les soldats, les politiciens. Nous, on fait avec l'art. Donc, on a présenté ces collections, non seulement pour vendre les images de ces créateurs, mais pour montrer aussi que non, en Afrique, en RDC, le zone qui est considérée rouge peut faire des choses que nous voyons dans d'autres pays qui ont la paix, comme on peut le dire. L'art a toujours été un vecteur de paix et permet d'unir les peuples du monde entier. Une fois de plus, le continent africain prouve que malgré la situation tendue, de nombreuses épreuves peuvent être surmontées. Des chefs d'État africains et plusieurs organisations régionales se sont donné rendez-vous en Angola dans un forum sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC en proie aux violences de nombreux groupes armés. Précision. 124 organisations non gouvernementales internationales opérant en RDC étaient présentes lors du forum pour échanger sur le cycle de violence perpétué dans l'est de la RDC. Il est communément admis que toutes les organisations ici présentes ont la même mission, celle de débarrasser la région des Grands Lacs du conflit qui retarde irrémédiablement les plans de développement nationaux et, par conséquent, compromet l'agenda de l'intégration régionale et continentale tant recherchée. 2750 civils ont été tués depuis le début de l'année, ont alerté jeudi des ONG internationales, appelant à leur tour à une mobilisation humanitaire urgente. Aussi devons-nous, lors de ce sommet quadripartite, intensifier les échanges afin de pouvoir contribuer activement à trouver une solution
en faveur d'un Congo pacifié, sécurisé et prospère. Et j'estime pour cela que nous devons avancer des solutions politiques, diplomatiques et sécuritaires adaptées. Les Nations Unies ont placé la gravité de cette crise au niveau maximum. Médecins sans frontières demandent un renforcement urgent de l'aide humanitaire dans cette région. Notre engagement à contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région devient un impératif majeur de respect de nos principes et de fidélité à notre projet phare, faire taire les armes. Selon Médecins sans frontières, le Nord Kivu, l'une des provinces les plus affectées par les violences, fait face à une crise d'une ampleur historique. La justice britannique a déclaré jeudi illégal le projet controversé d'expulser vers le Rwanda les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni, faute de garantie pour leur sécurité aux grandes dames du gouvernement qui a annoncé vouloir saisir la Cour suprême. Le projet d'expulsion vers le Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni, faute de garantie pour leur sécurité, a été déclaré ce jeudi illégal par la justice britannique aux grandes dames du gouvernement qui a annoncé vouloir saisir la Cour suprême. La Cour d'appel a estimé que le Rwanda ne peut en l'état être considéré comme un pays tiers sûr car il existe un risque réel que les personnes envoyées au Rwanda soient renvoyées par leur pays d'origine où ils étaient en proie à des persécutions et autres traitements inhumains. Toute expulsion vers le Rwanda constituerait une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose que personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures, a estimé la Cour d'appel. À moins et jusqu'à ce que les déficiences de son processus d'asile soient corrigées, envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda sera illégal, souligne la Cour dans un résumé du jugement. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est dit en désaccord fondamental avec cette décision et a annoncé son gouvernement allait demander la permission de saisir la Cour suprême. La lutte contre l'immigration illégale fait partie des priorités du gouvernement Sunak. Malgré les promesses du Brexit de reprendre le contrôle des frontières, plus de 45 000 migrants ont traversé la Manche depuis la France à bord de petites embarcations en 2022, un record. Et ils sont plus de 11 000 cette année à avoir fait de même. La Cour d'appel a tenu à préciser que sa décision n'impliquait aucun point de vue que ce soit sur les mérites politiques de cette mesure et que son seul souci était de juger si cette politique est conforme à la loi. Malgré cette décision, le Rwanda reste pleinement engagé pour faire que ce partenariat avec le Royaume-Uni fonctionne, a déclaré la porte-parole du gouvernement de Kigali, Yolande Makolo. Si cette décision appartient en dernier ressort à la justice britannique, nous contestons le fait que le Rwanda ne soit pas considéré comme un pays sûr pour les réfugiés et demandeurs d'asile, a-t-elle ajouté. En matière de droits humains, le Rwanda est toutefois régulièrement épinglé pour sa dure répression des oppositions politiques et son non-respect de la liberté d'expression. Saluant une rare bonne nouvelle dans le sinistre paysage des droits humains au Royaume-Uni, la directrice de l'ONG Human Rights Watch dans le pays, Yasmine Ahmed, a exhorté la ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, à abandonner ce rêve fiévreux, impraticable et contraire à l'éthique. Ce jugement offre au gouvernement l'opportunité de changer de cap, a-t-elle ajouté. Plutôt que de traiter les êtres humains comme une cargaison qu'ils expédient ailleurs, ils devraient se concentrer à mettre fin à l'environnement hostile envers les réfugiés et les demandeurs d'asile. En décembre dernier, la Haute Cour de Londres avait donné son feu vert à l'expulsion de certains migrants illégaux vers le Rwanda, jugeant le dispositif légal. Le projet est depuis à l'arrêt en raison d'un recours en justice. Mais les juges avaient accepté que soit examiné l'appel de plusieurs requérants et de l'association Charity Aid qui apporte un soutien juridique aux demandeurs d'asile. Ils dénoncent un projet injuste de manière systématique et estiment que des demandeurs d'asile qui seraient expulsés vers le Rwanda risquent d'y être persécutés. Aucune expulsion n'a encore eu lieu. Un premier vol prévu en juin 2022 avait été annulé après une décision de la Cour européenne des droits de l'homme réclamant un examen approfondi de cette politique. Le plan d'envoyer les demandeurs d'asile vers le Rwanda avait été annoncé alors que Boris Johnson était Premier ministre dans le but de décourager les traversées clandestines de la Manche.
Et c'est ce récit d'Aristide Canossou sur l'expulsion des migrants vers le Rwanda que s'achève cette édition. Le rappel de l'essentiel l'ayant meublé avant de prendre congé de vous. 192 179 candidats admis sur 236 411 candidats ayant composé pour l'examen du certificat d'études primaires. Session de juin 2023 avec 81,29% comme taux national de réussite. Vous avez suivi à cet effet le directeur des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires dans cette édition. L'éclairage public n'est toujours pas une réalité dans certaines localités du Bénin malgré les ambitions du gouvernement de faire de nos communes des villes lumineuses. Une situation qui crée malheureusement l'insécurité au grand désarroi des élus locaux de ces contrées. Difficile pour les commerçants et revendeuses de maïs d'écouler leurs produits comme auparavant et pour cause la morosité économique a amenuisé le pouvoir d'achat des Béninois et par ricochet les recettes des commerçants. Les précisions étaient également dans ce journal. C'était là les grandes articulations de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. À la réalisation, Ghislain Adewale, à la technique, David Dossou. Merci de votre attention et de votre fidélité au programme de Gulf TV Africa. Suivez tout à l'heure à 9h l'édition d'information en langue anglaise. À 12h, au cœur du Bénin et du monde, avec Rachidat Orou. Excellente suite de journée à chacun et à tous en compagnie des programmes de Gulf TV Africa.